Parfait. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence maintenant pour pas retarder quand même trop le déroulé de la matinale. Également pour vous qui avez fait le déplacement, qu'on reste dans le timing qu'on s'était prévu pour ce matin. Donc, avec moi, Philippe Métayer de la French Tech Bordeaux, qui va m'aider à animer cette matinale donc, de France 2030, la présentation des opportunités pour les acteurs de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine, qu'ils soient émergents ou innovants. Et puis, nos participants représentant donc, trois principaux financeurs, donc le service économique de l'État en région qui présentera la philosophie du plan France 2030 tel que vu par la Direction générale des entreprises. On aura également Natalia Orojo de BPI France qui nous rejoindra sur les coups de 9 heures et puis Sean Koch donc, qui va présenter également les dispositifs opérés par l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, ce webinaire en distanciel donc, est enregistré pour que vous puissiez avoir accès au replay. On a bloqué les caméras et les micros au début de la présentation. Un temps de questions-réponses sera dédié après les présentations de chacun des intervenants. Donc, à ce moment-là, on pourra réactiver les micros et les caméras. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les faire remonter dans la fenêtre de chat. Et puis, au niveau de la salle, on fera passer le micro à chacun d'entre vous si vous avez des questions dans le second temps. Est-ce que c'est bon pour vous pour le fonctionnement de la matinée? Parfait. Alors, je vous propose qu'on lance justement l'enregistrement de ce webinaire et puis on va pouvoir dérouler la présentation. Donc, Philippe, est-ce que je te laisse la parole? Bonjour à tous, donc je suis Philippe Métayer, je suis le directeur général de la French Tech Bordeaux. Je suis absolument ravi d'abord de votre accueil ici à la Maison de l'Industrie et absolument ravi globalement que la Maison de l'Industrie et la French Tech travaillent, collaborent ensemble parce qu'on a un objectif commun, c'est innover pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur, leur filière, leur domaine. Cette innovation aujourd'hui, elle est déterminante par rapport à tous les enjeux que l'on connaît et que l'on ne va pas énumérer ce matin, vous les connaissez toutes et tous. Innover ensemble, faire rapprocher le monde de l'industrie, du numérique, de la tech, des startups, pour faire en sorte que on puisse répondre à tous ces défis, et ils sont nombreux, et qu'on puisse aussi, voilà, avec, et ça c'est vraiment une très grande force, l'appui, le soutien de l'ADRETS, de la BPI, et de l'ADEME, relever les enjeux du moment et on va dire des prochaines années. Alors en quelques mots, la French Tech, c'est un label qui a été créé par l'État en 2014 et qui est attribué à des écosystèmes et des territoires. On a une très grande chance en Nouvelle-Aquitaine puisqu'on a 7 écosystèmes labellisés French Tech. La French Tech Bordeaux, mais aussi la French Tech Pau-Béarn, la French Tech Pays Basque, la French Tech Lot-et-Garonne, la French Tech Périgord-Valais, Atlantique Valais qui regroupe Poitiers-Niort-La Rochelle et la French Tech Limousin. Tout ça pour vous dire que si vous voulez un contact en Nouvelle-Aquitaine concernant la French Tech, vous avez des interlocuteurs de proximité et un réseau qui est maillé sur l'ensemble du territoire régional, mais aussi maillé sur l'ensemble du territoire qu'est le globe tout simplement, puisqu'on a plus de 120 écosystèmes labellisés French Tech en France et à l'étranger. C'est un véritable réseau mondial. Donc, si vous avez des questions, des problématiques d'internationalisation, d'export, etc., c'est des sujets pour lesquels on peut vous aider. Bref, une fois qu'on a dit tout ça, l'objectif, c'est vraiment de faire se rapprocher ces deux mondes, j'ose dire ces deux mondes, parce qu'on considère qu'ils ne se parlent pas assez, qu'ils ne se rencontrent pas assez. Et c'est tout l'objet de cette matinée, et notamment du plan France 2030. Deux, trois chiffres clés très rapidement sur la French Tech Bordeaux. Aujourd'hui, on fédère plus de 1300 entreprises que la French Tech Bordeaux. Et ces 1300 entreprises représentent plus de 30 000 emplois hors ETI et grands comptes. Donc la dynamique est très forte. Et je répète, le mot-clé, c'est vraiment le mot innovation. Donc j'ai juste envie de dire, innovons ensemble, tout simplement.
Merci beaucoup Philippe. Donc vous l'avez compris, les deux mondes essayent de se rapprocher. Donc du côté des startups, si elles ont un sujet de rapprochement avec l'industrie, elles peuvent solliciter la French Tech Bordeaux, capitale régionale de la French Tech, pour justement centraliser les demandes, les qualifier. Et puis du côté de l'industrie, si une collaboration avec les startups vous intéresse, vous pouvez vous adresser à France Industrie et on échange régulièrement justement pour essayer de tracer de nouvelles passerelles entre ces deux mondes. Voilà qui est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Je vous propose sans plus tarder qu'on passe à la présentation des intervenants qui sont là aujourd'hui. Donc, au niveau du service économique de l'État en région, donc au niveau de la DRETS Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir donc 3 intervenants en présentiel, un en distanciel. Donc, Monsieur Charles Delastic, donc le chef du service économique de l'État en région, qui va nous présenter justement le détail du plan France 2030. Monsieur Cédric Portabonnette sur la partie donc transport et numérique et David Adolphe sur la partie start-up numérique et appui aux investissements. En distanciel, nous avons également Ronan Bernard, dont on réactivera aussi la caméra tout à l'heure, par rapport à la filière automobile. Je vous propose qu'on commence par votre intervention, si vous le voulez bien, juste de l'autre côté pour présenter le plan France 2030. Bonjour à tous. Merci à France Industrie, UMM et à la French Tech d'organiser cet événement et de nous convier service de l'État. Donc, vous avez certainement, enfin, en tout cas pour certains, entendu parler de France 2030, puisque il y a eu pas mal d'annonces depuis maintenant 8 ou 9 mois. Mon objectif, c'est du coup d'essayer d'aller un peu plus loin que ces annonces et de vous donner l'esprit du plan, son sens, pourquoi vous pouvez rentrer dedans ou alors pourquoi peut-être certains en sont plus éloignés et pourquoi il concerne à la fois les deux mondes dont on parle. Et justement, il les mettra en rapprochement. Alors, le premier point qui est quand même important de le rappeler, c'est que c'est un plan de l'État de 54 milliards d'euros sur 5 ans. Si vous comparez en termes de dépenses annuelles, on va dire pour l'industrie, vous avez une dizaine de milliards. C'est bien plus que ce qu'a fait le plan de relance pour l'industrie, par exemple. C'est considérable. Ce plan ne sort pas de nulle part et c'est ce que vous pouvez voir sur cette slide. Il est en fait l'héritier du PIA, plan d'investissement d'avenir, qui, c'est peut-être c'est pas trop péjoratif ce que je vais te dire, mais qui était plus confidentiel, on va dire. Pourquoi? Parce que les PIA étaient très tournés vers des TRL assez amont, qui allaient vraiment de la recherche quasiment fondamentale jusqu'à l'innovation, enfin vraiment de la R&D, voire au démonstrateur. Donc on allait sur des TRL de 1 à 6, 7. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous n'avaient peut-être pas connaissance de ces plans. Donc l'esprit des PIA, aider la recherche et l'innovation à travers voilà, des programmes de recherche, des concours pour des acteurs émergents, etc. L'objectif de France 2030 et les milliards qu'il apporte en plus est d'apporter une brique supplémentaire, celle de l'industrialisation. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait bon nombre d'entreprises, qu'elles soient start-up, PME, ETI, qui au moment de passer à l'étape d'industrialisation avaient des difficultés pour avoir des fonds propres suffisants. Et donc, l'État a voulu ajouter cette dimension et une aide en ce sens. D'autant plus que cette étape est souvent une des plus coûteuses pour l'entreprise, les étapes d'innovation étant en moyenne plus on va dire du temps homme et du temps de recherche. Alors, donc quand je parle d'industrialisation, donc on pourrait se dire que finalement ça ne va pas être très différent du plan de relance, mais non, et j'insiste là-dessus. Quand
quand dans France 2030, on entend industrialisation, on entend industrialisation d'un nouveau produit ou par un nouveau process. Bref, il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu nouveau et on reste dans une dynamique d'innovation. Là où le plan de relance, et peut-être que certains participants en ont bénéficié, couvrait plus généralement l'ensemble des investissements dans des capacités de production, on recherche par l'industrialisation de l'innovation dans le cadre de France 2030. Donc j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que certes, on va couvrir finalement tous les types de dépenses dans France 2030 grâce à la nouvelle brique et à ce budget supplémentaire, mais pas toutes les dépenses industrielles ne peuvent rentrer dedans. Donc il faut toujours un peu faire cette analyse et on peut vous y aider évidemment pour savoir si vous pouvez rentrer ou non dans un dispositif. Peut-être la slide après. Donc, ce qui nous réunit ici, c'est justement à la fois la présence d'acteurs établis, on va dire, et puis d'acteurs plutôt émergents. Pourquoi? Parce que il est évident quand on recherche de l'innovation et de l'industrialisation de produits ou procédés innovants, voire de rupture, il est logique de faire appel à ces deux mondes. Les industriels établis, parce qu'ils ont une connaissance on va dire, du monde industriel qui leur permet d'industrialiser. Ils ont ça dans leur ADN. Et puis, les acteurs émergents qui, par exemple, provenant de la recherche ou autres, ont la capacité, ont souvent derrière elles des années de recherche qui leur permettent de développer justement des technologies de rupture ou innovantes. Donc, 50% du plan, en termes de dépenses, est fléché vers des acteurs émergents, start-up, on va dire jeunes PME. Ce n'est pas une définition dure, c'est-à-dire que c'est à l'appréciation des gestionnaires du plan et à nous de voir si un acteur est plutôt établi ou émergent. Ça ne doit pas être bloquant. Alors 50% du plan, mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un acteur émergent, il y a les 50% autres déjà. Et puis, dans les 50% qui touchent aux PME, l'idée est de favoriser les projets, on va dire, collaboratifs et ceux qui associent des startups avec le tissu économique local, en particulier que ce soit pour réaliser leurs démonstrateurs ou leur industrialisation, ils ont besoin souvent d'avoir accès à ce tissu. Alors, naturellement, donner de l'argent à travers l'État pour développer l'industrie, évidemment, mais pas dans n'importe quelle direction. Et l'État profite de ce plan pour viser un certain nombre d'objectifs. Sans rentrer dans les détails, il y en a en gros une dizaine avec quelques leviers. Ceux qui peuvent concerner peut-être plus particulièrement ici présents, je pense par exemple à l'avion bas carbone, à l'automobile décarbonée ou encore à la robotique. Bien sûr, il y en a d'autres. Et il y aura d'ici quelques semaines des feuilles de route qui seront écrites pour chacun de ces objectifs pour préciser les objectifs on va dire technologiques de la France pour les atteindre d'ici à 2030. Ces feuilles de route pourront vous être transférées une fois que nous les aurons. Bon. Ça donne une structure qui peut sembler assez complexe, 54 milliards, des objectifs, des stratégies. Je pense que quand on est un acteur économique comme vous, on n'a pas le temps de se pencher sur la structure de tous ces plans. On n'a pas le temps de comprendre forcément il y a les subtilités des process, des procédures de candidature, de sélection. Mais je pense qu'il faut pas que ça vous bloque. Peut-être slide suivante. Aujourd'hui, très concrètement, pour vous, le France 2030, ça se concentre surtout sur le volet qui est appelé dirigé. Il y a aussi un peu du structurel qui consiste en des appels à projets, en gros. Des appels à la manifestation d'intérêt. Il y en a une cinquantaine, soixantaine pour l'ensemble des objectifs de France 2030. Et donc, c'est touffu. Tout ça est piloté par le SGPI que certains ne connaissent pas à Paris.
qui s'appuie sur, on va dire en particulier la partie sélection et conventionnement sur les opérateurs dont BPI ADEME ici présent. Bref, tout ça est peut-être complexe, mais c'est là où nous vous proposons, au sein des services de l'État et de mon service plus particulièrement, d'accompagner toutes les entreprises, qu'elles soient start-up, PME, TI, quand elles ont une question sur ce plan, quand elles se demandent si elles peuvent candidater à un appel à projet, ou elles ont une technologie, elles aimeraient savoir l'appel à projet le plus adéquat, et bien là, n'hésitez pas à venir vers nous et on essaiera de vous accompagner le mieux possible, de vous orienter le mieux possible. On saura aussi vous dire si finalement vous êtes plutôt dedans ou en dehors. On essaiera d'être honnête avec vous, que vous ne perdiez pas votre temps et au contraire que vous accélériez et qu'on vous accompagne dans la constitution du dossier. Donc l'État a conscience du défi que représente ce genre de plan et pour que ce soit une réussite, il faut vraiment qu'on soit à votre disposition pour vous accompagner. Voilà un peu l'esprit général du plan, couvrir jusqu'à l'industrialisation pour peu que ce soit innovant. Beaucoup d'appels à projets, ils sont tous désormais disponibles sur un site web depuis cette semaine en fait, qui s'appelle France 2030. Enfin, je ne sais plus exactement le nom, mais vous tapez France 2030 sur Google, vous le trouverez très vite. On a mis le lien à la fin de la présentation, donc comme ça vous l'aurez également. Parce que voilà, on a fait remonter au niveau national voilà, le caractère parfois complexe des appels à projets, en particulier leur centralisation qui aurait une forte valeur ajoutée pour vous. Donc tout ça, vous pouvez le trouver. Et si vous avez la moindre question sur un accompagnement ou une orientation, on est là en partenariat avec l'ADEME, avec BPI France et évidemment les autres écosystèmes pour vous conseiller au mieux et vous indiquer ce qui est possible. Alors ça, c'était l'esprit général. Maintenant, je vais laisser mes collègues présenter trois dispositifs, peut-être ceux qui peuvent vous intéresser le plus en fonction de votre secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Charles. Je vous propose qu'on commence avec la production des aéronefs bas carbone avec Monsieur Porta-Bonetta. Bonjour. Alors effectivement, mon propos aura vocation à vous parler de ce qui a été lancé au titre de France 2030 pour accompagner la France dans la production de l'avion bas carbone. Alors, pardon, pas avion, aéronef. C'est un point important puisque justement, cet appel à projet, ce dispositif, a vocation à pouvoir accompagner tout ce qui vole dans l'objectif de France 2030 de tendre vers des aéronefs bas carbone. Voilà vraiment ce cadre-là. Donc concrètement, l'objectif de l'appel à projet qui a été lancé, c'est de pouvoir accompagner des projets structurants visant à proposer sur le marché des nouvelles briques technologiques, soit process, soit au niveau des produits, voire même à mettre sur le marché des aéronefs bas carbone. Alors, on parle de quoi plus spécifiquement? On va parler de projets qui vont être portés par des startups, mais aussi des PME, ETI, grandes entreprises qui ont un projet particulièrement innovant. Hein, et cette notion d'acteur émergent est par conséquent à apprécier assez largement par rapport à cet appel à projet, donc de la start-up à, le cas échéant, la grande entreprise. On va être sur des niveaux de projet pour les PME, start-up PME, 1 million d'euros. Il faut au moins des projets qui présentent une assiette supérieure à 1 million d'euros pour pouvoir candidater à cet appel à projet. Hein, c'est un critère important. Et s'agissant des ETI et grandes entreprises, on sera sur une fourchette sensiblement supérieure de l'ordre, enfin c'est supérieur à 5 millions d'euros. Les projets, ils peuvent être portés seuls
ou bien en consortium avec un chef de file. Qu'est-ce qu'on vise donc? Ce que j'indiquais, c'est produire en France des aéronefs bas carbone. Donc ça veut dire qu'on va attendre donc des projets particulièrement innovants qui pourront comporter de la R&D, mais qui a vocation à déboucher sur un horizon de 3 à 5 ans sur une pré-industrialisation, voire une industrialisation. C'est vraiment ça le cœur de cible de ce qui est attendu au titre de cet appel à projet. Peut-être un dernier élément qui n'est pas des moindres en termes de calendrier. L'appel à projet a été lancé. Il est construit autour de 2 relèves cette année. Une première relève va intervenir dans les prochains jours, le 22 juin. Une deuxième relève interviendra le 8 décembre. Donc, si vous avez des projets, je pense que la relève du 22 juin pourra sans doute être assez courte pour déposer un projet. Toutefois, la relève du 8 décembre peut permettre de construire des projets intéressants. Et donc, si vous avez des projets, en tout cas, où vous vous interrogez sur la possibilité de déposer à cet appel à projet, eh bien, je me tiens et on se tient à votre entière disposition pour, comme l'a précisé Charles, vous accompagner au mieux dans ce dispositif. Et dernier point par rapport à ces notions de relève, que vous déposiez votre projet le 1er septembre ou le 1er décembre, il n'y a pas d'impact particulier puisqu'en fait, les dossiers seront relevés le 8 décembre, ce qui permet justement d'avoir la visibilité globale sur l'ensemble des projets qui sont déposés. Voilà pour cette première partie sur les aéronefs bas carbone. Et je vais céder la parole au David suivant. Adolphe, en Exactement. effet, pour présenter l'appel à projet Première usine. Alors, bonjour à tous. Alors, l'appel à projet Première usine. Donc, comme vous l'avez vu, dans le cadre de tout ce qui est en France 2030, donc l'appel à projet Première usine s'intègre dans l'aspect accompagnement start-up industriel, qui est une brique en fait de France 2030, où il y a eu un plan spécifique dédié au soutien aux start-up industrielles, qui est assez nouveau dans le paysage d'ailleurs des politiques publiques. Et dans ce paysage, dans cette politique publique, il y a un nouvel objet, un nouveau dispositif qui s'appelle l'appel à projet, donc Première usine, qui vise à venir à pallier une sorte de faille de marché sur le financement des investissements d'usines, notamment des startups. Voilà. Donc, on vient créer un dispositif d'aide au financement de l'investissement qui vient faire l'effet de levier aussi derrière pour des levées de fonds, notamment pour avancer sur ces programmes d'investissement. Donc, concernant ce dispositif, il est dans la durée, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'en 2026. Donc, tout projet aujourd'hui de start-up a en tête de se dire, bon, bah, jusqu'en 2026, il y a un outil qui pourrait m'aider à investir dans mon projet d'industrialisation. Et jusqu'en 2026, il y a des relèves, c'est-à-dire que c'est toujours ouvert. Et BPI France, qui est l'opérateur de ce dispositif, relève 3 fois par an les candidatures ou les projets pour instruction. Par exemple, en 2022, il y a eu une première relève, donc c'était la première d'ailleurs, de ce dispositif qui était au mois d'avril. Et il y en aura 2 autres, une en septembre et une en décembre. Et ce sera un petit de suite tous les ans. Alors, par rapport à cet appel à projet, bien sûr, le public, on va dire, pas prioritaire, mais qui est vraiment la cible, c'est les startups hein, qui est issu, voilà, qui ont un projet d'innovation, on va dire même de rupture, et qui rentrent dans une phase d'industrialisation. Mais il concerne aussi les PME de tout ordre qui auraient vocation à créer un site de production, une unité de production sur la base d'une innovation ou de la commercialisation d'un nouveau produit. Ces acteurs-là sont aussi éligibles. Et bien sûr, dans cet appel à projet, on peut aussi financer des opérations de mutualisation de production nouvelles. Alors bien sûr, les dépenses éligibles sont assez larges. Hein, c'est toutes les dépenses liées à l'investissement
à la création de l'usine en lui-même. Et on est sur des subventions, enfin, sur des taux d'intervention qui vont être entre 20 et 30%. Ça, c'est selon l'instruction du budget, du dossier après Pays France. Voilà. Et les durées des projets doivent être entre 12 et 48 mois. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans les critères de sélection, il y a beaucoup de choses à évaluer. Et bien sûr, il y a l'aspect innovant du projet. Est-ce qu'il a des chances à être sur le marché et que derrière, ça répond vraiment à un besoin marché, mais aussi à son niveau de maturité. C'est sûr que si le projet, on est dans sa mise en place dans 3 ans, il ne va pas être sélectionné sur la relève, il n'est pas assez mature. Il faut vraiment que ce soit un projet. Par exemple, si on dépose en septembre, il faut que le projet il démarre dans les 3-4 mois qui suivent. Hein. C'est quelque chose qui est très mûr comme projet. Et bien sûr, après, toute la pertinence du modèle d'affaires et la capacité aussi des porteurs à présenter un modèle économique qui tienne la route pour financer ce projet. Voilà. Et la slide suivante, il y a une deuxième slide sur ce dispositif. Pour vous donner un peu des idées sur le calendrier, donc globalement, en termes d'instruction, on est sur du 6 mois. C'est un peu la philosophie d'ailleurs des appels à projets de France 2030. Maintenant, on essaie d'avoir ce temps d'horizon avec un nouveau principe, c'est d'avoir, c'est pas d'attendre 6 mois pour donner une réponse finalement. C'est de dire, les entreprises déposent un projet assez réduit. Hein. On est sur souvent des présentations d'une vingtaine de pages en PowerPoint. On présente globalement le projet, l'équipe et l'innovation et le projet industriel. Et sur 2 mois, donc là, il y a une présélection avec audition. Et à l'issue de ces 2 mois, on avertit les sélectionnés et les non sélectionnés. Ça permet aux non sélectionnés de se retourner rapidement et de ne pas attendre 6 mois. Et aux sélectionnés, après, de rentrer dans une nouvelle phase d'instruction avec BPI France, on va dire un peu plus approfondie, avec plutôt des questions d'ordre technico-financier. Et tout ça doit tenir 6 mois. Voilà. Et voilà. J'espère que ça va être clair. Merci beaucoup, David. Sachant qu'on pourra compléter par les questions-réponses juste à la fin de ces présentations. On va essayer de se raccrocher à Ronan Bernard pour pouvoir compléter l'intervention sur la partie diversification des sous-traitants de la filière automobile. Est-ce que Ronan nous entend? D'accord. Ronan, on vous écoute. Les aléas de la technique. Hein. Ronan, est-ce que vous pouvez activer micro et caméra? Donc, on laisse la parole à Charles Delastic qui assure l'intérim. Merci. On a parlé d'aéro, on a parlé de première usine. Un troisième appel à projet qui nous semblait particulièrement utile de développer, c'est celui qui traite une autre grande filière, celle de la filière automobile, et un appel à projet qui s'adresse à la diversification des sous-traitants. On est une région où nous n'avons que très peu de constructeurs, donc de toute façon, cela concerne à peu près toute la filière automobile. L'idée générale, c'est que cette filière est confrontée à un certain nombre de mutations qui peuvent avoir des répercussions d'ailleurs sociales difficiles, on le sait bien ici. Et donc, l'État propose aux PME, aux ETI de la filière de les accompagner dans un processus de diversification vers d'autres filières ou vers la mobilité de demain, la mobilité électrique. Concrètement,
Il s'agit de dépenses industrielles. Donc, encore une fois, là, on est sur des dépenses industrielles qui seront prises en compte en assiette avec des taux d'intervention qui peuvent être assez élevés, puisqu'on peut monter jusqu'à 35 voire plus %, jusqu'à 70 en fait dans certaines zones jusqu'à la fin de l'année. On a déjà eu une première relève en mars de mémoire. Là, Ronan le saurait mieux que moi. Et il y en aura une seconde en septembre prochain. C'est un appel à projet, on va dire, qui s'inscrit peut-être davantage que les autres dans la lignée du plan de relance où il y avait un appel à projet automobile qui pouvait aussi porter sur de la diversification, mais aussi plus généralement sur de l'investissement industriel. Là, on est toujours sur de l'automobile, mais vraiment avec une contrainte qui est celle de la diversification. Ça peut être vers toute filière, hein. Ça peut être vers l'aéronautique, vers le nucléaire, vers la santé, vers les nouveaux matériaux. Donc, c'est très ouvert. Et je répète, sont couverts à la fois les dépenses de R&D et de l'outil de production. Ronan qui est connecté mais qui n'a pas son son, et au même titre que Cédric et David là pour accompagner. Les projets collaboratifs sont possibles et on peut totalement à nouveau imaginer des partenariats entre PME, ETI et start-up qui seront particulièrement valorisés. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je connais moins le sujet forcément que Ronan, mais l'esprit est là. Prochaine relève en septembre, donc ça vient vite. Merci beaucoup, Charles. On essaiera de réactiver la caméra sur le temps de questions-réponses pour les questions un petit peu plus dédiées sur cet appel à projet. En effet, je vous propose donc de passer à l'intervention suivante au niveau de l'ADEME, donc avec Sean Koch, le référent décarbonation pour l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, qui se met en effet en position que vous devriez voir à l'écran prochainement. Bonjour. C'est bon, ça fonctionne. Donc, pour me présenter, je suis Sean Koch, je suis le référent décarbonation industrie pour l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais venir vous présenter plus généralement les différentes thématiques sur laquelle l'ADEME est pilote. Donc, le but ici n'est pas de vous assommer, je dirais, avec des détails et des chiffres sur tous les différents dispositifs. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de thématiques sur lesquelles l'ADEME gère les dispositifs. Notamment, c'est les dispositifs qui sont liés à l'écologie, l'ADEME et la transition énergétique. Donc, comme vous allez le voir, il y a quand même une grande partie de France 2030 qui est consacrée à ce sujet. Du point de vue de l'ADEME, c'est une très bonne nouvelle, mais plus généralement. Donc, on est vraiment sur des secteurs très porteurs qui sont identifiés comme des leviers importants pour l'industrie de demain. Donc, peut-être. Donc oui, encore une fois, juste pour préciser, le but ici, je vais vous présenter plutôt une vision panoramique de ce qui existe. Et après, si vous avez des questions plus précises ou des interrogations plus précises sur les dispositifs, n'hésitez pas en priorité d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet, sur les liens internet pour avoir tous les détails et de venir vers nous, bien sûr, avec vos projets ou avec vos questions pour qu'on puisse vous répondre. Donc, la première partie, c'est la partie dont je maîtrise le mieux, la décarbonation de l'industrie, avec quand même une grosse enveloppe qui est consacrée sur ce sujet. Bon, je n'ai pas besoin, je pense, de vous convaincre que la décarbonation du secteur industriel est primordiale. L'objectif, bien sûr, c'est d'aller respecter nos engagements d'ici 2030 de 35%, une baisse de 35% des émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Donc, sur les 5,6 milliards, donc sans rentrer dans les détails, on a quand même une grande partie de l'enveloppe 4 milliards qui est dédiée vers ce qu'on appelle les projets macro, c'est-à-dire de transformation profonde des outils industriels. Pour vous donner un exemple, notamment ArcelorMittal qui doit passer ses hauts fourneaux sur de l'hydrogène. Donc, on est sur des gros projets en termes sur certains sites donc, qui ont consacré peu de sites, des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et en parallèle, on a deux volets, une partie innovation sur l'industrie bas carbone avec des solutions innovantes de décarbonation. Ça peut être sur tout ce qui est
décarbonation du process industriel, décarbonation de la consommation d'énergie et notamment une nouvelle brique qui est aussi très innovante, tout ce qui est captage et stockage de carbone, qui sont des choses. Donc voilà, si vous avez des projets innovants là-dessus, encore une fois, comme ça a été précisé avant, l'avantage de France 2030, c'est qu'on est vraiment de la partie R&D jusqu'à la partie pilote industriel d'un pilote sur un site industriel. Ça, c'est pour la partie vraiment innovation. On a aussi un volet pour projet mature, où là, on est sur une continuité du plan de relance, avec la suite du dispositif décarbonation pour les projets supérieurs à 3 millions d'euros, donc pour les gros projets. On a aussi un volet qui est sur les chaudières biomasse, où là, on a un abondement dans ce sens pour passer sur une énergie biomasse sur les sites industriels. Et le dernier volet, qui est un peu en avant-première, qui n'est pas encore sorti, un dispositif Fast Décarb, qui lui va venir égaliser un peu pour s'adresser plus aux PME et aux ETI, pour justement pas oublier qu'il y a aussi tout un, pas que s'intéresser, je dirais, aux gros, qui sont les gros émetteurs, mais aussi d'accompagner la transition énergétique des PME et des ETI. Donc voilà, donc 4 dispositifs, on est même à plus que ça, on est à 7 dispositifs. Donc je ne rentre pas encore une fois dans les détails, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a tout le panel entre la partie innovation et solutions matures. Donc le deuxième volet, l'hydrogène décarboné. L'hydrogène décarboné, bon, l'hydrogène, on pourrait faire toute une matinée sur l'hydrogène. En tout cas, ça a clairement été identifié comme un levier très important pour décarboner et pour assurer la transition énergétique. On peut voir dans tous les scénarios de transition énergétique, l'hydrogène va prendre une part très importante dans les années à venir. Donc, on a un dispositif qui s'appelle Brique Hydrogène. Le dispositif ADEME réfléchit pour non seulement avoir la production d'hydrogène, mais également de mettre en face une consommation et la logistique entre les deux. Parce qu'il ne suffit pas juste de produire l'hydrogène, il faut forcément avoir tout un écosystème. Donc on est plus sur un dispositif qui réfléchit en termes territorial, entre produire forcément avec une partie sur les électrolyseurs qui manquent un peu de maturité, et la partie consommation qui doit être en lien. Donc ça, c'est sur la partie hydrogène décarboné. C'est bon, je suis autonome. Et donc, troisième partie, donc recyclage et réincorporation des produits recyclés. Donc ça, forcément, c'est une thématique qui est très poussée par l'ADEME, avec notamment le fonds économie circulaire. Voilà, le principe, forcément, c'est d'essayer d'accentuer la réutilisation des plastiques, de réfléchir, non, pas que les plastiques, mais de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux concevoir les produits, mieux concevoir le tri et incorporer plus de produits recyclés tout simplement dans la composition des matériaux. Donc là, on a 2 dispositifs avec 2 volets principaux. Le premier qui est concrètement sur site, comment faire pour intégrer plus de plastique. Donc là, pour l'instant, l'APRRR est sur le plastique, mais il a vocation à être ouvert rapidement sur les métaux stratégiques, le textile, le composite, papier et carton. Donc on n'a pas encore l'agenda, je dirais, mais ça, c'est les thématiques qui vont venir. On commence par le plastique parce que je dirais que c'est la thématique qui revient le plus rapidement quand on pense au recyclage. Et voilà, on pense aussi que sur les métaux stratégiques, notamment, qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et un deuxième volet qui est sur la partie tri, comment mieux trier, comment mieux structurer cette filière, comment avoir des procédés innovants pour mieux trier tout simplement et pour mieux réutiliser, notamment les systèmes d'épuration pour enlever les impuretés des matériaux qui sont récupérés. Alors, la partie produits biosourcés et biocarburants durables, qui va recouper un peu avec des présentations qu'on a eues précédemment. Donc, produits biosourcés, là c'est tout ce qui concerne plus le secteur de la construction, du BTP. Comment faire pour proposer des produits qui ont des empreintes carbone plus faibles, tout simplement, ou même des empreintes carbone positives, c'est-à-dire les produits, le bois ou les produits biomasse, qui vont venir stocker du carbone. À l'inverse, je pense notamment au ciment ou aux aciers qui sont, eux, très, très énergivores à produire. Donc, comment faire pour mieux intégrer
donc de réfléchir à des solutions innovantes pour avoir des produits biosourcés. Donc ça, c'est le premier volet, produits biosourcés. Et le deuxième, c'est biocarburants durables. Donc là, l'appel à projet qui est sorti concerne l'aéronautique. Encore une fois, avec la volonté derrière de l'ouvrir à des plus grands périmètres. Mais aujourd'hui, voilà, si vous avez des projets pour faire du biocarburant pour l'aéronautique, il y a un appel à projet qui est ouvert. Alors, la thématique ville durable, alors même si on s'écarte un petit peu de l'industrie, je pense qu'il y a quand même pas mal de passerelles. Alors, ville durable, tout simplement, c'est de réfléchir sur la conception des bâtiments, les matériaux qu'on utilise dans les bâtiments. Dans l'industrie, on pense notamment au fait que, alors bien sûr, il y a les systèmes de chauffage, comment mieux isoler les bâtiments, mais aussi le rafraîchissement. On voit qu'avec les étés qui deviennent de plus en plus chauds, forcément, ce n'est pas qu'une question de confort, même si c'est aussi important, mais d'avoir une fournaise dans un atelier, je dirais même d'un point de vue fonctionnement des machines, souvent qui ont des plages de température qui ne peuvent pas dépasser certaines températures. On a même des problèmes d'arrêt de production. Ça, malheureusement, on anticipe que c'est des choses qui vont devenir de plus en plus courantes avec des vagues de chaleur dans les prochaines années. Donc, comment avoir des solutions innovantes de rafraîchissement, sans climatiser tout un atelier, bien sûr, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des solutions innovantes, encore une fois, pour pallier à ce problème qui va devenir de plus en plus régulier, malheureusement. Donc là, 3 dispositifs. Alors, on va voir si j'ai une bonne mémoire. Donc, il y en a un qui est sur la consommation énergétique des bâtiments et sur la partie rafraîchissement. Il y en a un qui est sur la mixité des matériaux, c'est-à-dire d'intégrer plus de produits biosourcés, qui rejoint le dispositif précédent, et le dernier qui est plus sur l'intégration de bois, comment faire pour intégrer plus de bois dans les bâtiments, tout simplement. Donc encore une fois, sur les solutions innovantes dans ces thématiques respectives. Digitalisation et décarbonation des mobilités. Là, pareil, donc ça va toucher, je dirais, un périmètre plus large que l'industrie. Pour le rattacher à l'industrie, on a 2 dispositifs. On a notamment Logistique 4.0 qui va s'intéresser à solutions innovantes pour tout ce qui est la chaîne logistique. On a vu qu'avoir une logistique efficace devient de plus en plus importante aujourd'hui. Donc, comment associer une logistique, digitalisation à travers des solutions de rupture. Et on a également un dispositif qui va être sur les bornes de recharge électrique, qui va être un sujet très important. Donc, comment mieux mailler le territoire, comment proposer à ses employés, à ses salariés cette possibilité de recharger. Et pour terminer, on arrive à la fin, énergie renouvelable, bon, forcément un sujet très, très important. Dans France 2030, le focus a été choisi sur 3 secteurs prioritaires, enfin 3 secteurs qui ont été identifiés comme des leviers très importants par la suite. Le photovoltaïque, donc toute solution pour améliorer le rendement des panneaux photovoltaïques, d'avoir des nouvelles solutions qui utilisent moins de matériaux. On sait que ça peut être un des points faibles. Comment mieux recycler les panneaux solaires. L'éolien flottant, qui aujourd'hui, la France a un énorme potentiel d'éolien flottant, mais sans rentrer dans les détails, éolien en mer, on a un potentiel, mais éolien flottant qui est quelque chose de très innovant et aujourd'hui qui n'est pas suffisamment mature. Donc là, il y a une volonté vraiment de mettre le paquet dessus parce qu'on identifie que la France a un énorme potentiel dans ce secteur. Et les réseaux énergétiques, comment mieux réfléchir le stockage, comment mieux réfléchir, on va avoir des réseaux énergétiques qui vont devoir s'adapter au fait qu'on a non seulement de l'énergie descendante, mais de l'énergie qui remonte avec de l'autoconsommation, avec de la réinjection dans le réseau, comment améliorer ces réseaux, comment faire qu'ils soient plus solides et faire face aux nouvelles choses. Encore une fois, je le répète, on a la partie innovante, développement pur R&D, pilote industriel, et en parallèle, on a des dispositifs qui sont vraiment sur l'industrialisation. On veut que ces secteurs se développent en France, on va avoir des fournisseurs de ces solutions en France. Donc, si vous avez des montées en production ou si vous avez des projets là-dessus, pour développer votre chaîne de production sur ces thématiques précises. Voilà
pour moi. Désolé si ça a été un petit peu long, il y a pas mal de choses à voir. Encore une fois, vision panoramique, n'hésitez pas à aller sur les sites internet ou de revenir directement vers moi. Je pourrais vous renvoyer vers les référents concernés. Merci beaucoup, Sean. On laisse maintenant la parole à Natalia Arrojo, la déléguée régionale innovation de BPI France. Eh bien, bonjour et désolée pour le retard très discret. Mais voilà, l'important, c'est que je sois là à l'heure pour vous présenter finalement, en cette fin de matinée, le plan industriel qui a été déployé par l'État et dont l'objectif est de créer à terme, à partir de 2025, 100 sites industriels par an. Et c'est finalement ce qui nous réunit tous aujourd'hui ici entre start-up et PME et ETI industriels, c'est de vraiment mettre en synergie l'industrialisation des innovations portées souvent par des start-up très innovantes, la mobilisation des PME et des ETI industriels qui, elles, ont le savoir-faire, ont les infrastructures industrielles potentiellement utilisables pour industrialiser ces innovations. Et tout ça dans un contexte que l'ADEME vient de rappeler, hein, où la composante environnementale et sociétale, ce qu'on appelle chez nous le plan Green Tech, est très important et à prendre en compte parce que demain, ça sera notre vie quotidienne que d'être green, de proposer des solutions green. Alors, en toute humilité et sans être à votre place, vous connaissez tous aujourd'hui les besoins prioritaires des entreprises industrielles qui passent par la proposition de valeur, l'adaptation de l'offre au marché, sa stratégie industrielle. On a tous, lorsqu'on a à construire un produit, des stratégies qui peuvent être différentes. Les financements, le foncier, les profils qualifiés, les partenariats, les sous-traitants et les contraintes réglementaires. Donc, finalement, ce plan industriel très ambitieux, il va finalement s'intégrer dans ce contexte que vous connaissez tous et qui sera eh bien, porté par des startups et par des PME et ETI industriels. L'État a mis à notre disposition des moyens en tant qu'opérateur, tout comme auprès de l'ADEME, qui vont finalement couvrir tout le spectre des outils financiers qui peuvent être utilisés par des entreprises. Une composante aide d'État à travers l'AAP Première Usine que nous opérons et dont Charles Delastic vous a parlé précédemment et pour lequel on pourra répondre aux questions que vous vous posez encore. 550 millions sont libérés sur ce dispositif qui vise vraiment à terminer les phases pré-industrielles des innovations. Une partie de financement bancaire qui s'appelle le prêt Nouvelle Industrie et que je vais détailler un petit peu plus en détail, dont l'objectif est vraiment de venir prendre en charge le financement d'une infrastructure industrielle qui quelquefois ne fait pas sens économique, mais qui doit être néanmoins construite pour montrer que le process peut fonctionner. C'est aussi le cas, par exemple, d'usines de production très innovantes qui mettent en place des procédés qui n'ont jamais été déployés et qui posent la problématique du financement parce qu'on n'a pas de valeur de gage, on ne sait pas vraiment si ça va marcher, on ne sait pas vraiment comment ça va marcher, quelles seront les performances économiques qui est différente d'une activité économique classique qu'on maîtrise. Et puis, un dernier outil de financement sous forme de fonds propres à travers le fonds que l'on gère qui s'appelle SPI et qui vise à venir financer des sociétés de projets qui portent des nouvelles activités industrielles avec des tickets d'investissement un peu plus larges. La thèse d'investissement a été revue pour pouvoir couvrir des projets portés tant par des startups industrielles que des entreprises bien plus matures, donc avec des tickets d'investissement de 1 à 20 millions. Voilà. N'oubliez jamais, alors pour les ETI, PME industrielles et ETI, c'est un peu moins le cas, que le lancement d'un projet industriel ambitieux doit être préparé. L'accompagnement est un point clé de la réussite des projets. L'accès au financement, c'est un des enjeux dont on a parlé précédemment, mais la préparation du projet l'est tout autant et c'est pour ça que j'ai oublié de changer la slide. Merci.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la partie diagnostic, accompagnement à ces projets de transformation industrielle majeure. Je laisse la salle quelques secondes, mais vous en faites pas, on vous les enverra. Comme nous avons déjà présenté la AP nouvelle industrie, je vais me permettre de faire un focus sur le pré-nouvelle industrie, donc le deuxième outil sous forme de financement bancaire qui va venir accompagner l'investissement des entreprises dans des nouveaux sites industriels, avec au départ cette épure qui était de dire si on crée des nouveaux produits au niveau de l'État, et si on demande à BPI-France d'opérer quelque chose de nouveau, c'est parce qu'en théorie, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle venir combler une faille de marché. La difficulté qui se posait pour certains projets industriels, c'était de se dire, voilà, c'est bon, j'ai fait ma phase de recherche industrielle, la faisabilité est validée, le développement m'a permis d'avoir un process qui marche, je l'ai même pré-industrialisé jusqu'à un niveau qui me dit que le risque technique semble être maîtrisé, et maintenant il faut que je l'industrialise. Alors je ne vais peut-être pas l'industrialiser à la taille de ce que j'aurai à exploiter dans 10 ans, mais il faut quand même que je fasse une première unité pilote qui sera probablement pas forcément utilisée, néanmoins je dois la financer. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que ce produit a été construit, c'est-à-dire financer des investissements industriels importants, avec ou sans réalité économique d'exploitation. Voilà, ce sera peut-être qu'une échelle intermédiaire, ça sera peut-être une échelle définitive, et qui nécessitent du coup des financements patients, longs, parce que ils ne vont pas être exploités tout de suite. La montée en charge de la production va être très progressive, parce que le process est innovant, parce qu'on est dans le cadre de l'industrialisation d'une innovation. Voilà. Et donc, la particularité de ces prêts, c'est très banquier, mais gardez à l'esprit qu'on est sur des investissements ambitieux de plusieurs millions d'euros, avec des financements très patients. 3 ans de différé et maximum 15 ans sur une durée de 15 ans total. Donc, on est vraiment sur ces projets. Alors, ils ciblent évidemment les startups industrielles qui vont venir industrialiser leurs produits innovants. Ils peuvent aussi viser des PME et des ETI matures qui, parce qu'elles ont le savoir-faire, une envie de diversification, une stratégie d'ouverture à l'innovation, vont, elles, prendre le relais sur l'industrialisation d'une innovation développée par une start-up. Voilà, c'est vraiment ces deux cas de figure, mais on est sur des projets où l'innovation, la différenciation du produit final ou du process de fabrication sont vraiment majeures et portent malgré tout un risque qui nécessite un financement très long. Je répondrai évidemment aux questions si vous en aviez d'autres plus tard. Alors, c'est dit comme ça reste un prêt bancaire long. Normalement, si vous n'êtes pas encore endormi, ça reste un prêt bancaire long. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans le scope de ce dispositif de financement bancaire? Évidemment, on est sur des usines pilotes ou des démonstrateurs industriels. On ne refait pas une usine qui fonctionne déjà. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau qui est construit. Pardon. Il faut que la structure du financement de ce projet soit en lien avec l'ambition qu'il porte. Donc, de la dette bancaire, souvent du recours à du fonds propre, puisque, alors pour ceux qui ont déjà des activités économiques qui tournent, on n'a pas d'EBE, d'activité économique déjà existante sur cette production-là qui permettrait de projeter une CAF, qui permettra de rembourser un prêt. Donc, on est vraiment sur un partage de risques entre les actionnaires, le banquier qui s'ouvre au risque sur des longues durées, et donc BPI-France et vos propres banquiers qui vont pouvoir investir, par exemple, financer les investissements des murs. Puisque pour ça, à la limite, ça reste des murs, c'est du foncier, c'est beaucoup plus facilement appréhendable. Évidemment, ça ne pourra pas être utilisé pour tous les projets industriels que vous porterez, puisqu'il existe des prêts bancaires traditionnels sur 5 à 10 ans, pour des machines
qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui ont des valeurs de gage très bien définies, et donc pas besoin d'aller sur des dispositifs de ce type-là. Il existe aujourd'hui des financements bancaires qui marchent très bien, hein, et on est vraiment sur un financement très particulier. Et donc, comme toujours, on est sur une maturité de projet assez avancée. On en est à construire l'usine pilote. Et donc, on n'en est pas au stade où on serait encore en train de se poser la question de quel est le choix technologique que je vais faire pour créer ce nouveau produit. On est sur des projets assez avancés dans la phase de R&D est terminée et on est vraiment au moment de l'industrialisation. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, l'État a aujourd'hui réuni au sein en fait, de cette dynamique industrielle des startups, des ETI et a déployé un certain nombre d'appels à projets dirigés dont l'ADRET vous a parlé et l'ADEME aussi, un certain nombre d'outils de financement industriel qui manquaient quelque part, des outils d'investissement en fonds propres, mais il ne faut pas oublier que dans cette formidable idée que demain on construira 100 sites industriels par an, il y a des projets qui naîtront de vos réflexions à vous sans être dans un cadre ou un canal identifié comme stratégique par l'État. Et c'est la vie, hein, et il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie, les deux existent. Donc, BPI France a des outils pour accompagner l'innovation et les entreprises innovantes, quelle que soit leur taille, des startups aux ETI, dès lors qu'elles portent des projets innovants. Et de la phase de faisabilité, où on conçoit le projet et on se dit, est-ce que j'ai le droit de le faire? Quel sera mon marché? Quelle technique vais-je utiliser? Jusqu'aux phases de développement et de pré-industrialisation et de lancement industriel. Alors, je vais prendre, il me reste 2 minutes et ça devrait suffire. Des slides qui semblent de prime abord un peu fournis, mais qui sont assez simples de lecture et on répondra après à vos questions. Lorsqu'on parle d'innovation et d'industrialisation après-demain, on va dire, on va d'abord passer par une phase de R&D, puis par une phase de déploiement industriel et commercial. Et donc, puisqu'on a des objectifs très différents, on aura des outils très différents. La phase de R&D, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut être accompagnée par des financements de type aide d'État. Il y en a très peu, même si beaucoup de noms circulent. Il y a des subventions, des avances récupérables et des prêts à taux bonifiés. Voilà. Et on va utiliser ces produits en fonction du risque technique et de l'état d'avancement du projet. Un projet qui naît, pour lequel on ne sait même pas encore quel marché on va adresser, on ne va pas l'aider avec une aide remboursable. Un projet qui a passé cette phase de faisabilité, qui a déjà été développé et qui en est à sa phase de pré-industrialisation, on ne va pas l'aider avec une subvention, on va l'aider avec une aide remboursable parce que l'idée, c'est de dire on met les moyens, on donne de la trésorerie à l'entreprise pour qu'elle aille le plus vite possible et qu'elle ne fasse pas un projet petit bras, qu'elle le fasse avec vraiment le besoin financier qui est le sien et qu'elle puisse aller vite. Pareil pour le financement bancaire, de l'industrialisation, du lancement commercial, éventuellement pour faire effet de levier sur des levées de fonds pour les startups. On est sur des produits qui auront cette particularité d'avoir toujours des différés très longs, puisque l'idée, c'est qu'on fusionne un peu l'idée du projet et de l'entreprise, à savoir que tant que le projet n'est pas prêt, le remboursement par l'activité économique de l'entreprise est complexe à envisager. Donc, on a toujours des différés longs. Comme je vous l'ai dit, eh bien, on est, pour détendre un peu l'atmosphère, et je vous sens tous très concentrés sur mes slides. Alors, je me dis que soit c'est très intéressant, soit elles sont trop compliquées à comprendre. Bref, je vais dire qu'elles sont très intéressantes. On est des ayatollahs des aides d'État chez BPI France. Donc, on va segmenter vraiment dans tous les sens, le type d'innovation, le stade d'avancement du projet, ce qui nous permet d'avoir une grille qui va permettre de définir quel est l'outil le plus adapté au risque du projet que vous portez aujourd'hui. En phase de faisabilité, comme je vous l'ai dit, où on se pose la question, en fait, c'est du bon sens. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Quel sera mon marché? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Quelle techno je vais utiliser? Avec qui je vais travailler? On va utiliser des outils de subvention qui ont on va dire une taille
assez large. On peut aller de 30 000 € jusqu'à 500 000 € en théorie. Donc, on est sur des projets relativement courts en théorie. On ne va pas se poser la question 107 ans, hein, on va dire sur 6, 12 mois, de est-ce que je lance ce projet au sein de mon entreprise. Et voilà, on aura des outils assez différents pour accompagner cette phase de faisabilité avec, et c'est la partie deep tech, des outils boostés. Parce que lorsqu'on parle de deep tech, on parle de projets qui sont souvent en lien avec les laboratoires académiques, dont les technologies peuvent être issues des laboratoires académiques, qui ont des verrous technologiques, des points technologiques très importants encore à lever, qui sont hyper capitalistiques. On va dire que dans leur secteur, ils coûteront vraiment beaucoup plus cher que les projets moyens et qui ont des time to market très longs. On imagine, en prenant l'extrême, hein, un développement de solutions thérapeutiques qui ne serait ni un médicament ni un vaccin. Vous voyez, une nouvelle classe de quelque chose de thérapeutique, où on va avoir beaucoup de choses à gérer. Donc ça, mis à part, qui nécessite, on va dire, des temps de développement très, très longs, et avec un risque particulier, on reste sur des produits qui seront des subventions pour adresser les phases de faisabilité. Hein, l'idée, c'est de prendre en charge un risque d'un projet qui n'a même pas encore commencé. Donc, l'outil subventionnel fait sens à ce stade. Et puis, une fois qu'on se dit, je lance mon projet, on va avoir des phases de développement, de pré-industrialisation. Et là, 2 cas de figure. Soit on est sur un risque maîtrisé et l'important, c'est d'aller vite, d'avoir les moyens de recruter, d'adresser les points clés qu'on a identifiés sans se couper les ailes. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, c'est de la trésor importante, versée en une fois, quitte à, évidemment, la rembourser plus tard, parce qu'on sait qu'on y arrivera. La phase de faisabilité nous dit qu'on y arrivera. Alors, les performances économiques peuvent être un peu variables, mais on sait qu'on y arrivera si on met les moyens et si on va vite. Là, on utilisera des aides remboursables, en tout état de cause, qui sont des prêts à taux bonifiés. Il y a des cas de figure où on a fait cette phase de faisabilité, on sait où on veut aller, mais on sait qu'on a des verrous technologiques qu'on va devoir lever et on n'est pas sûr d'y arriver. Ce n'est pas bon, j'y arriverai toujours, peut-être un petit peu moins bien, c'est il y a un risque que mon projet s'arrête, il y a un risque que je le réoriente tellement que le marché sera peut-être plus le même, mais ainsi de suite. Dans ce cas-là, la logique veut qu'on utilise des aides qui seront remboursées en cas de succès technique ou d'échec technique. Après, c'est toujours plus, selon les projets, il est plus facile de définir ce que c'est qu'un échec ou ce que c'est qu'un succès. Et donc, l'aide ne sera remboursée qu'en cas de succès et elle sera versée progressivement. Et là, on voit bien l'adaptation d'un outil financier au risque du projet, puisque rien ne sert d'avoir une trésorerie très importante en début de projet s'il s'arrête au bout de 6 mois. Par contre, c'est intéressant de se dire que si le projet ne peut pas être exploité économiquement à la fin, eh bien, on ne sera pas obligé de rembourser l'aide. Et en parallèle, évidemment, pour le lancement industriel, commercial, on aura des outils de financement bancaire puisqu'on sort du cadre des aides d'État et qu'on passe dans le monde du financement bancaire traditionnel avec cette particularité de toujours proposer des financements longs. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, je vais passer la parole aux organisateurs. Voilà, gardez à l'esprit que aujourd'hui, on est réunis ici pour voilà, cette formidable ambition industrielle qu'on a en France avec des volets dirigés, des outils créés pour porter cette volonté réelle et avec des moyens très importants qu'on a rarement connus. Hein. Pour dire ce qui est. Et puis à côté, reste la vie des entreprises avec leurs propres projets qui ne seront peut-être pas dans les enjeux industriels identifiés par l'État, mais qui restent importants et qui doivent être soutenus. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Donc, ainsi qu'on vous l'avait dit, un nouveau site internet qui explicite l'ensemble des dispositifs de soutien dans le cadre du plan France 2030, dont vous avez le lien qui s'affiche actuellement à l'écran, qui vous sera envoyé également en support de présentation. Merci à tous les intervenants pour la qualité de leur présentation.
Je vous propose qu'on arrête ici la partie enregistrée pour le replay pour ceux qui n'ont pas pu assister à la dernière minute à cet événement. Pour information, on est 80 du coup répartis entre le présentiel et le live. Voilà. Donc on va couper l'enregistrement, arrêter la diffusion également et passer aux questions-réponses au niveau de la salle et de la salle virtuelle.